Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias, pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'émission et que vous souhaitez la faire connaître, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à 3 personnes de votre entourage le lien de l'épisode par WhatsApp. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton suivre de votre plateforme favorite. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute et bon épisode. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clément Pierrard. Clément, comment vas-tu ? Bonjour Mathieu, très bien, merci. Une bonne semaine d'hiver qui se finit sur un point haut avec cette discussion avec toi. Ouais, tu peux dire aux auditeurs où tu es basé, toi Clément ? Je suis basé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Impeccable. Et tu es donc le CEO de PWNT, une entreprise qui fait quoi ? Dis-nous tout. Alors PWNT, c'est une entreprise qui fait de la recherche et du développement de solutions innovantes pour le traitement des eaux de surface pour produire de l'eau potable. Donc du développement de solutions, de l'ingénierie pour faciliter le traitement de l'eau pour les municipalités à grande échelle. Ok, impeccable. Tu es basé à Amsterdam depuis combien de temps ? Je suis arrivé à Amsterdam en 2017. D'accord. Ça approche les 7 ans. Et du coup, ça change quoi de faire du business aux Pays-Bas par rapport à faire du business en France ? Je sais même pas si tu as des points de comparaison Alors, finalement. j'ai pas de point de comparaison du tout, du coup, puisque j'ai jamais travaillé en France. J'ai quitté la France lors de ma dernière année d'études et je suis allé directement en Écosse. Du coup, la comparaison, c'est entre le Royaume-Uni, l'Asie et les Pays-Bas. Le changement le plus violent au passage du Royaume-Uni aux Pays-Bas, c'est vraiment l'aspect culturel. L'approche des contrats et de l'exécution des relations est beaucoup moins contractuelle et beaucoup plus ancrée sur un accord de principe et beaucoup moins sur D'accord. le mot, alors qu'au Royaume-Uni, c'était vraiment une histoire de prose dans les contrats et la communication est beaucoup plus directe. Voilà. Ok, C'est bah écoute, c'est intéressant pour nos amis la qui différence. veulent. Ok, ok, ok. Et du coup, Amsterdam, l'eau, j'imagine que c'est un challenge qui les concerne. Et Amsterdam et les Pays-Bas en général, généralement dans le top 3 en termes de traitement de l'eau et de connaissances en ingénierie sur la gestion de l'eau au sens large. On les retrouve à l'international très fréquemment sur des problématiques de digues, de contrôle des inondations, du traitement de l'eau, de la dépollution. On a été à Singapour. Une année sur deux, il y a une grosse conférence dans la thématique de l'eau qui s'appelle la Singapore International Water Week, où la Hollande est représentée de façon non proportionnelle si on regarde sa taille et son influence économique dans ce domaine. Ok, tu nous as donné un avant-goût de ton très sympathique accent anglais. Je me risquerai pas à te concurrencer sur ce point, je risquerais de me ridiculiser. Donc, Donc il est anglo et pas écossais, ça ira bien pour les gens qui écoutent. ouais, ouais, ouais. On va parler de traitement d'eau, des challenges autour de l'eau potable, justement. Avant ça, j'aimerais quand même qu'on donne un petit peu de contexte aux invités. Est-ce que tu peux nous faire un brief de ton parcours en moins d'une minute 32, si c'est possible? En moins d'une minute 32, alors ça dépend jusqu'à quel point on remonte dans l'histoire. J'ai grandi dans les Pays de la Loire, donc région humide. Je suis parti à Lyon pour faire mes études supérieures à l'INSA, où j'ai suivi le curriculum d'ingé mécanique, en double diplôme ingé mécanique et recherche. En fin de cursus, j'ai eu la possibilité de faire un échange, une position en stage en Écosse et j'ai réembauché avec la même compagnie à la fin de mes études, ce qui m'a permis de commencer à travailler avec Veolia en Écosse dans le domaine de traitement de l'eau, mais de l'eau de mer pour l'utilisation dans les plateformes pétrolières sous le nom de FPSO, donc Floating Production Storage and Offloading Platforms, essentiellement des gros tankers qui ont été transformés en plateformes pétrolières. J'ai fait de la gestion de projet dans ce domaine pendant 8 ans, avant de partir aux Pays-Bas, où j'ai rejoint PWNT, qui était une petite start-up rattachée à la province de la Hollande du Nord, qui avait déjà sa mission actuelle, mais au sein du service public. J'ai travaillé avec eux depuis 2017. J'ai contribué à leur croissance et à leur vente du service public au service privé, puisqu'en 2022, on a revendu la société à une compagnie hollandaise du nom de Nijhuis, elle-même rachetée par une compagnie française qui est la SAUR, SAUR, qui est la troisième plus grosse compagnie pour le traitement de l'eau en France après Veolia et Suez, qui appartiennent eux-mêmes à un regroupement d'investisseurs. Je ne sais pas si on en est encore dans les 1 minute 32, mais
Voilà, on a En largement gros, dépassé, c'était les 15 dernières années, challenge raté. tenues en en quelques secondes, quelques minutes. OK, et donc PWNT, on va parler un petit peu du contexte technique et des enjeux autour de ça. C'est un sujet quand même assez sérieux et d'ailleurs en préparant l'épisode, tu me parlais qu'il y avait déjà il fallait comprendre 2 concepts. Il y avait le concept de traitement des eaux de surface et concept de dépollution. Tu peux nous expliquer, nous donner un petit peu de contexte par rapport à ça, qu'on puisse bien comprendre? La différenciation que je fais sur ce point, c'est que le traitement des eaux de surface, c'est dans un but de suivre les régulations, d'être dans les normes et du coup, c'est un effort en dernière ligne. C'est, reprendre, l'eau d'une rivière qui est déjà polluée, qui a déjà tous les microplastiques, tous les PFAS, toute la turbidité, toute l'influence humaine dedans, et ensuite être forcé, en fait, d'innover pour réussir à corriger toutes nos erreurs au dernier moment, de façon à pouvoir rendre cette eau potable à nouveau. C'est toujours du réactif. La dépollution, c'est approcher le problème de l'autre côté et c'est se dire qu'en fait, plutôt que de déployer des moyens financiers extravagants pour réussir à corriger toutes les erreurs à la fin, pourquoi ne pas faire l'effort en amont de réduire les rejets industriels, de contrôler la pollution des sources, de contrôler la gestion des rivières et des affluents, de façon à s'éviter ce problème? Pourquoi ne pas réutiliser? Pourquoi ne pas être sur des circuits fermés quand ils peuvent l'être, plutôt que de dépenser des sommes d'argent relativement importantes pour traiter de l'eau très polluée, en faire de l'eau potable d'excellente qualité et ensuite la remettre dans un système pollué en fin de passage dans les stations de traitement des eaux usées? C'est la distinction D'accord. entre les deux côtés. D'accord, parce que dans les médias, on a eu un grand débat cet été où on comparait, la France notamment, où on a alors quelle terminologie est la bonne? Mais on a un recyclage, un traitement, de 1 des eaux usées et ils comparaient, je crois, avec Israël qui en était à plus de 90. Alors je sais pas, je pense qu'il y a des mots qui ont été utilisés, mais je pense qu'il y avait un gros paquet, là-dedans, tout était un peu mélangé, non? Alors il y a un gros paquet, ça varie énormément d'un pays à l'autre, et la définition de la réutilisation des eaux usées change beaucoup en fonction de quelles sont les eaux usées et de l'usage qui en est fait. Le recyclage des eaux usées, c'est quelque chose qui existe, depuis, plusieurs décennies, mais l'usage n'est pas toujours le même. À savoir que le recyclage des eaux usées humaines pour la consommation en eau potable, c'est quelque chose qui est généralement pas fait. Pas parce que c'est pas techniquement possible, c'est tout à fait possible et c'est relativement simple. Ça serait d'ailleurs plus bon marché que de mettre en place des stations de désalination la plupart du temps. Mais il y a un aspect émotionnel attaché à ça. Les gens ont pas envie de boire l'eau de leurs toilettes, ce qui est ridicule parce qu'au final, elle est beaucoup plus propre que la moitié des rivières qu'on trouve. Mais l'aspect réutilisation, il va beaucoup plus loin, à savoir qu'on n'est pas obligé forcément d'aller à ce stade initialement. On peut aussi faire de la réutilisation des eaux usées au sens beaucoup plus large, qui est à l'échelle d'une industrie, la réutilisation des eaux usées en boucle fermée dans une industrie. Si on prend une industrie relativement polluante comme l'industrie pharmaceutique ou les industries agroalimentaires qui consomment des quantités d'eau très importantes, prenant un abattoir de poulet par exemple, qui utilise énormément d'eau pour rincer la viande, qui se retrouve pollué avec beaucoup de sang, beaucoup de gras, énormément de matière en suspension. Tout ça, c'est tout à fait nettoyable. Il y a pléthore de technologies qui existent pour adresser le problème, de façon à ce que l'abattoir en question puisse réutiliser en boucle semi-fermée la majeure partie de leur eau, sans avoir besoin de continuer à prendre sur la rivière, sur la nappe phréatique, sur la source à laquelle ils sont reconnectés. Du coup, ça fait un système en petite boucle fermée à l'échelle de l'industrie, qui peut être étendu à beaucoup d'industries. Ça réduit les rejets dans les eaux de surface ou dans les eaux en nappe s'ils sont autorisés à faire de la réinsertion. Ça permet aussi pour les eaux usées, du coup humaines, des échelons de réutilisation. Du coup, de l'eau usée de toilettes, de salle à manger, d'utilisation humaine pourrait être utilisée pour l'alimentation de ces industries, peut être utilisée pour faire de l'eau pour les circuits de refroidissement d'un data center de Google, peut être utilisée pour faire de l'irrigation. Le niveau de filtration à atteindre, le niveau de nettoyage de l'eau à atteindre pour ces utilisations, pour ces cas d'usage, est bien moindre que si on veut le rediriger vers de l'eau potable. Du coup, c'est tout ce gradient de réutilisation qui peut être considéré et qui a besoin d'être développé. Qu'est-ce qui les en empêche? C'est le manque, c'est bah, évidemment, c'est l'argent et je pense, mais il y a pas encore assez de législation contraignante là-dessus ou? C'est un impératif, oui, c'est un impératif légal. La motivation financière viendra le jour où il y a une pénalité ou une contrainte qui force à la réutilisation. La contrainte arrive dans certaines régions, ici notamment en Allemagne aussi, parce que les permis
d'abstraction, les permis de prélèvement d'eau commencent à être non renouvelés ou commencent à être limités. Du coup, pour continuer sur l'exemple de l'abattoir, un abattoir qui fait aujourd'hui ses 200 000 poulets par jour a besoin d'un volume d'eau donné. S'ils veulent demain passer à 300 000 poulets, ils ont besoin de plus d'eau. La municipalité ou l'organisme qui gère les ressources d'eau, du fait de la sécheresse et des appauvrissements des ressources en eau, ne va pas leur octroyer le permis. Et là, l'impératif financier commence à apparaître, d'un point de vue motivation de faire du recyclage en boucle fermée. Parce que OK, si ils sont limités sur ce qu'ils peuvent prélever et qu'ils ne font pas l'effort de le traiter pour pouvoir le réutiliser, ils ne peuvent plus grandir. OK. L'aspect législatif, il apparaît aussi de l'autre côté, à savoir que si on les autorise à rejeter de l'eau à une qualité inférieure à celle qui est propice à la vie, à l'écologie dans la rivière et à un traitement plus facile pour les stations de traitement de l'eau en aval, tant qu'il y a pas une législation ou un impératif, ils feront le strict minimum. Ce sont des organismes financiers, des compagnies privées, ils vivent principalement pour le profit, à moins d'être utopique et d'avoir affaire à une société de type B Corp qui fait mieux que ce qu'ils sont obligés de faire par choix moral. Dans la plupart des cas, le minimum, ça sera le maximum. Ça sera tout ce qu'ils font. OK. On s'écarte un peu de ton sujet de prédilection. D'ailleurs, je vous renvoie vers l'épisode avec Germain Gourenton. Je pense qu'on avait commencé à aborder ça, mais c'est un vaste sujet. Il faudrait que je fasse plus d'épisodes sur cette thématique. Le traitement des eaux de surface, en tout cas, c'est le sujet du jour. C'est quoi les challenges du coup? Enfin, avant de parler des challenges, quelle est la situation justement? Alors, tu peux peut-être plus parler au niveau des Pays-Bas, mais tu as peut-être une vision un peu plus globale sur l'Europe, j'en sais rien. Tout du moins un peu, en France aussi. Tu peux nous donner, la situation actuelle c'est beaucoup pollué, c'est trop pollué, c'est intensément pollué? Je sais pas comment on peut, donner une image aux gens? Alors, j'ai pas une vision pour la France en particulier parce qu'en fait, notre compagnie ne vend pas pour l'instant en France. J'ai une vision relativement claire pour le Royaume-Uni, pour Singapour et pour certaines des autres destinations sur lesquelles on est actif. Mmh. L'état des eaux est en dégradation permanente. Ça, D'accord. c'est une réalité qui est généralement vraie partout. L'activité humaine va en grandissant et le niveau de régulation, le niveau d'effort qui est fait pour maintenir et protéger les sources d'eau n'est pas suffisant. Donc, de façon globale, il y a un appauvrissement des ressources en eau, tant en termes de qualité qu'en termes de quantité. Au sens large, c'est une vérité qui est applicable à peu près partout. D'accord. D'ailleurs, à Amsterdam, vous avez un problème avec les vélos qui finissent dans le fleuve, non, c'est ça? 15 000 vélos, 18 000 vélos par an, ça doit polluer un peu, non? Déjà à la base? Ça pollue un peu et de façon tout à fait attristante, ça pollue beaucoup moins que le fait que l'eau qu'on a à Amsterdam et sur une grande partie de la Hollande arrive en fait de rivières qui ont traversé toute la Hollande, mais aussi une grande partie de l'Allemagne et parfois un peu plus loin. Et du coup, l'activité humaine en cours de route et tout ce qui a été rejeté jusqu'à ce point est quand même largement plus problématique que les vélos qui finissent dans les canaux. Vélos, D'accord. hormis les peintures et leurs pneus qui peuvent éventuellement relâcher des composants dans l'eau au fur et à mesure, ont quand même le mérite d'être relativement faciles à prélever. Et s'ils rouillent, ça relâche juste du fer, qui est quelque chose qui est relativement simple à traiter et présent à l'état naturel dans l'eau. En revanche, tous les composés de type PFAS, tous les composés de type pharmaceuticals, tous les produits contraceptifs qu'on retrouve sous l'effet de traces dans l'eau, ça, du coup, c'est beaucoup plus compliqué à enlever qu'un paquet de vélo. OK, je comprends. Mais et du coup, ça amène bien à la transition vers la question suivante. Votre objectif, c'est donc de traiter les eaux de surface pour, un objectif de les rendre potables. Donc c'est quoi les challenges technologiques autour de ça, justement? Alors, au niveau technologique, ça dépend si on compare par rapport aux régulations actuelles ou si on compare par rapport à un état idéal d'eau potable. Par rapport aux régulations actuelles, il n'y a pas de challenge. Les technologies existent, il y en a beaucoup, il y a du choix, leurs combinaisons ont des effets différents et en fonction de ce qui est sélectionné, il y aura soit un coût d'investissement, soit un coût d'opération plus élevé. Il faut équilibrer entre les deux, c'est un choix en termes d'investissement, mais il n'y a aucune limitation. Il y a des solutions techniques qui correspondent à toutes les normes qui sont actuellement en vigueur. Là où tu te heurtes à un challenge,
c'est quand tu commences à regarder sur les polluants qui sont non référencés, qui sont nouveaux, pour lesquels il n'y a pas encore de législation en place, pour lesquels il n'y a pas de protocole de mesure en place, pour lesquels ce n'est pas standardisé la façon dont c'est contrôlé. Parce que du coup, les solutions technologiques sont en cours de développement, il n'y a pas de régulation qui pousse vraiment à l'investissement derrière. Du coup, l'industrialisation n'a pas encore complètement lieu. Et là, tu commences à entrer dans des zones qui sont un peu plus difficiles. Quels seraient les polluants actuels dont on ignore les impacts, sur la santé et qui sont présents dans l'eau et qu'on comme tu disais, au niveau législatif, rien n'est aux régulations, rien n'est imposé puisqu'on ne sait pas encore? Au niveau des généralités et ensuite sur un exemple, en cas concret. À titre de généralité, le problème qui s'applique aux polluants, c'est que pendant très longtemps, on a approché la toxicité et les polluants sur un effet de toxicité par accumulation à haute dose. Ce que je veux dire par ça, c'est que, Mmh. les produits étaient considérés toxiques à partir d'un seuil d'exposition élevé et la mesure de toxicité était faite sur un effet, si je vous donne 1 milligramme, 2 milligrammes, 3 milligrammes, à partir de quelle haute dose on commence à avoir des effets néfastes. Une des découvertes relativement récentes sur les 10-15 dernières années en termes de toxicologie, ça a été les effets perturbateurs endocriniens, à savoir les microdoses, de l'autre côté des doses, pas des hautes doses, mais des très petites doses, Mmh. où les mêmes produits peuvent commencer à avoir des effets néfastes sur la santé parce qu'ils commencent à agir plutôt comme des hormones, et ça fonctionne plus comme de la toxicité, à titre d'empoisonnement, mais sur de la toxicité à type, déformation, changement du protocole, de la façon dont ton corps réagit, comme si c'était une hormone. C'est au-delà de mes connaissances en biologie, mais grosso modo, c'est le premier problème. C'est qu'il y a des mécanismes, des faits sur le corps humain qui sont différents et moins connus parce que plus récents sur leur découverte. Donc cet effet perturbateur endocrinien, c'est quelque chose de relativement récent. Donc moins catalogué, moins connu. Le cas particulier qui est très populaire en ce moment dans les médias et globalement, c'est tous les PFAS, donc tous les Forever Chemicals et tous les autres noms qui leur sont donnés, tous les composés perfluorés, qui sont, d'un point de vue ingénierie, très bien conçus, puisqu'ils sont très résistants, très durables. Ça fait des poêles avec des revêtements anti-adhésifs qui sont excellentes. On citera pas de marque, mais le problème, c'est qu'une fois que ça passe dans l'eau, c'est difficile de les détruire. Et là, tu te lances dans une discussion qui est intéressante d'un point de vue scientifique parce que tu commences à avoir essentiellement 3 ou 4 axes à explorer. Un, est-ce que tu peux les mesurer et les caractériser de façon précise? Parce que si tu n'es pas capable de mesurer un polluant de façon précise et régulière et au final, tu peux Mmh. pas vraiment mettre de régulation en place. Donc il faut avoir accès à des protocoles de mesure, à de l'instrumentation en ligne potentiellement ou au moins, à un système de mesure par échantillonnage. Tant que c'est pas possible, mettre en place, une législation qui dit: «Le seuil ne peut pas être plus que 2 milligrammes par litre» ou peu importe, n'a pas de sens puisque tu ne peux pas mesurer ces 2 milligrammes par litre de façon, répétable. Donc le premier challenge technologique dans certains cas, c'est cette mesure qui est pas toujours facile parce que l'instrument n'existe pas automatiquement, la solution chimique pour caractériser n'existe pas automatiquement. Les PFAS sont un bon exemple de ça parce qu'il en existe des centaines et des centaines de composants. Du coup, pour réussir à faire une caractérisation large, c'est difficile. Ensuite, il faut savoir lesquels sont problématiques et s'ils sont tous problématiques dans les mêmes mesures, s'ils sont problématiques individuellement ou au sens large. Est-ce que le panel et la distribution a une importance? Est-ce que les mélanges ont une importance? On ne sait pas, il n'y a pas de données, enfin, il y a pas assez de données. Et ça, c'est juste sur la caractérisation de la dangerosité. Ensuite, tu peux commencer à mettre en place une régulation parce que tu commences à comprendre où est ton risque, où tu mets la régulation en avant de façon préventive. Et ensuite, tu as la question de est-ce que l'industrie est capable d'ajuster sa méthode de fonctionner? À savoir, si on dit il faut que demain les PFAS, peu importe ce que ça veut dire et peu importe comment on les caractérise, doivent être réduits de 2 à 1, bon bah très bien. Est-ce qu'il existe une solution technologique pour atteindre cet objectif? Est-ce que l'industrie dispose d'une solution pour faire ça? Et ça, c'est un peu le problème de l'œuf et la poule, parce que tant qu'il n'y a pas la législation en place et l'impératif d'investissement, la recherche avance, mais elle avance moins vite. Une fois que l'objectif est clair et qu'il y a un impératif financier pour les entreprises d'investissement, parce que c'est annoncé que la loi va changer en 2025, en 2030 ou peu importe, tout à coup, la recherche s'accélère et les opportunités d'apparition d'une solution
aussi. Donc ça sera Ok, le challenge suivant, c'est ok, de réussir à les enlever ou à les séparer de l'eau. Et dans le cas des PFAS, tu auras le challenge en bonus qui est, quand tu les enlèves, tu crées un side stream, un waste stream, tu les as enlevés de l'eau, c'est très bien, mais il te reste quand même tous ces déchets, du coup, qu'il faut traiter ou dont il faut disposer ailleurs et pour lesquels les solutions, technologiques qui existent pour l'instant en termes de destruction sont, chères et consomment beaucoup d'énergie. ok. Du coup, pas forcément simple. OK. Alors, tu parlais tout à l'heure, des impositions, législatives, mais tu as aussi mentionné que les attentes, sociétales, j'imagine, ou les attentes des acteurs, des municipalités, par exemple, ou des autres acteurs. Quoi le niveau d'attente espéré? Est-ce que, il y a, des impositions sociétales qui s'apparenteraient un peu à des psychoses? Enfin, j'en sais rien, tu vois? En disant, «On veut toujours plus que ce qui est nécessaire». Ou est-ce que c'est légitime? Est-ce que voilà, explique-nous un petit peu sur ce sujet, à quoi tu dois faire face? Alors c'est toujours un peu difficile. Il y a des attentes, il y a toujours des attentes. La façon la plus simple, de de regarder ça, c'est, les gens se lèvent le matin, ils vont se laver les dents, ils s'attendent à ce que l'eau sorte du robinet, ils prennent leur douche, ils s'attendent à ce que l'eau soit là. Ils s'attendent aussi à ce que l'eau soit chaude, éventuellement, et donc à avoir accès à de l'énergie. Et ils espèrent, dans la plupart des cas, mais ça dépend vraiment de là où ils vivent, il y a quand même des grosses, grosses inégalités géographiques. Ils attendent, au moins en Europe, que l'eau du robinet soit potable. À savoir qu'ils puissent la consommer sans avoir à s'inquiéter de la quantité et sans avoir à y faire de grosses modifications. C'est pas une réalité dans tous les pays, clairement. Mais sur la base de ces attentes, là où ça devient un tout petit peu paradoxal, c'est que de l'autre côté, les gens ne veulent pas payer et attendent que les services publics fournissent cette eau de haute qualité à un prix le moins cher possible, ce qui a aussi des conséquences sur les investissements qui sont faits. Du coup, avoir de l'eau de très haute qualité mais à très bas prix, ça n'a pas forcément toujours le même effet. Ce qui est aussi visible dans certains pays, c'est que, en fonction du mode de facturation qui est mis en place, les comportements ne sont pas les mêmes. Du coup, en France, c'est facturé à la consommation au litre. Il y a quand même un effort, du coup, de la part du contribuable, pour essayer d'être responsable sur sa consommation, parce que du coup, s'il ne l'est pas, le coût lui appartient. En Écosse, par exemple, l'eau est forfaitaire, et le prix de l'eau est inclus dans ce qu'ils appellent le council tax, à savoir les taxes qui sont imposées par la municipalité et qui sont calculées sur la base de la taille du logement. Si vous vivez OK. dans un T2 de 35 mètres carrés, peu importe où en Écosse, le prix de l'eau, c'est le prix de l'eau, c'est inclus dedans. Et si c'est un T2 de 70 mètres carrés, le prix de l'eau, c'est aussi inclus dedans. Ça sera une autre base forfaitaire et le prix augmente. Mais du coup, comme ce n'est plus lié à la consommation, est-ce qu'on a les mêmes effets de restreinte et d'efforts de préservation? Pas forcément toujours. Un exemple flagrant de ça, c'était l'Arabie Saoudite qui, pendant très longtemps, subventionnait et payait pour l'eau de ses habitants et du coup était, en dépit d'être un des pays les plus arides de notre planète, dans le top 3 des consommateurs avec les États-Unis et je sais plus qui était le troisième. Du coup, Mmh. des comportements tout à fait irrationnels par rapport à la disponibilité des ressources sur leur territoire, parce que l'eau était gratuite et donc pas considérée comme une ressource précieuse. Donc il y a des effets. OK. Et donc du coup, on revient à la dépollution. Tu nous as parlé tout à l'heure, tu nous as donné des exemples concrets, la difficulté de les mesurer déjà, la difficulté de les identifier et de les capter, et cetera. Donc du coup, c'est quoi vos, Mhm. innovations technologiques à vous pour, ce qui irait de plus marquant, de plus impactant? Dis-nous un petit peu pour les auditeurs, qui n'y connaissent rien. Je reviens un petit Alors, peu aussi au challenge, hein, trop que les détecter, mais, d'un point de vue technique, du coup, d'un point de vue les innovations technologie, au que sein de PWNT, on a deux technologies qui sont en commercialisation pour l'instant. L'une qui s'appelle Ceramac et qui est un système de filtre multi-éléments avec des cartouches en céramique, qui sont des monolithes de 1,50 m de long et 8 pouces de diamètre. C'est gros bébé. C'est utilisé pour faire de la filtration à 0,1 micron et ça enlève la majeure partie de la turbidité et ça enlève les pathogènes. Du coup, ça enlève les effets de l'activité humaine, type agriculture, élevage bovin, et cetera, où il y a des rejets animaux qui passent dans l'eau, qui contribuent à l'existence de pathogènes de type Cryptosporidium, Clostridia, Giardia, qui ont des effets néfastes sur la santé humaine. Donc ça, c'est une barrière absolue à toutes ces saletés. C'est une technologie qui est
présente au Japon depuis une vingtaine d'années, mais qu'on a optimisé de façon à pouvoir la déployer à grande échelle et pour des gros volumes d'eau. Donc ça, c'est la première solution technique qu'on avait développée au sein de PWNT. La deuxième, c'est un système de résine en suspension qui permet de déployer une technologie qui existait depuis assez longtemps, puisque la filtration de l'eau, hein, ou le passage de l'eau au travers de bancs, de bacs à résine fixes, c'est quelque chose qui existait déjà dans l'industrie. Le bénéfice de l'innovation qu'on y a apporté, c'est que ça permet de déplacer cette partie du processus plus en amont de la chaîne de traitement, de façon à ce que ça puisse enlever une partie des composés organiques dissous ou d'autres éléments en fonction du type de résine qui est choisi, sans avoir à faire de pré-traitement. Donc c'est moins susceptible à du blocage à cause de la turbidité ou des autres éléments qui sont présents dans l'eau. Et ça permet d'enlever de façon relativement précise certains des composés organiques dissous, si c'est un type de résine qui qui cible les DOC, mais ça permet aussi d'enlever d'autres éléments. Du coup, c'est une solution qu'on déploie sur d'autres problématiques et notamment les PFAS. C'est un système qu'on est en train de tester pour la séparation des PFAS. OK. Et du coup, c'est des technos qu'on a sur étagère. Il y a rien de, entre guillemets, ce qui est de fancy, ou il y a quand même encore un besoin d'innovation dans cette branche-là? Il y a toujours des besoins d'innovation et avec des visées différentes au sein de PWNT, mais au sein de NIAS, du coup, notre maison mère, et au sein de SOAR, on a regroupé les ressources de recherche, en fait, de façon à avoir une vision un peu plus globale de la façon dont on approche l'agenda. Et, et globalement, c'est fait en utilisant un framework assez simple. Du coup, c'est une matrice 2 par 2 qui s'appelle la matrice Ansoff, qui regarde d'une part les produits ou les solutions qu'on a, les technologies existantes et les technologies nouvelles ou innovantes. Et sur l'autre axe, les marchés existants et les marchés nouveaux. Et du coup, en termes d'innovation, il y a à faire sur les 4 cadrans, parce que sur les technologies existantes, dans les marchés existants, il y a toujours des améliorations possibles, tant en termes de réduction des coûts de construction de notre côté, mais aussi en termes de développement de solutions qui consomment moins de carbone. Donc trouver des façons de déployer les technologies ou de les construire de façon plus locale ou de façon plus rapide, qui consomment moins de ressources. Donc il y a toujours des efforts d'innovation qui peuvent être faits sur les technologies existantes, dans les marchés existants, mais il y a aussi des développements qui peuvent être faits pour essayer d'étendre ces technologies vers de nouveaux marchés. Du coup, la discussion que j'avais sur la réutilisation dans notre système avec des résines en suspension, ça peut être étendu, du coup, des aspects DOC aux aspects PFAS ou aspects récupération d'autres composants qui sont dans l'eau. Et ça peut aussi être un cas où on se dit une technologie fonctionne bien pour gérer cette problématique, mais on voit apparaître une autre technologie qui a l'air d'être plus performante, moins chère, moins de carbone, qui peut adresser le même problème. Et du coup, est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? C'est le choix, par exemple, sur les sélections des produits chimiques. Est-ce qu'on veut avoir des produits chimiques à base naturelle, à base artificielle? Est-ce qu'on veut qu'ils soient de façon qu'ils puissent se désagréger dans l'environnement? Est-ce qu'on veut avoir des résines, par exemple, qui soient réutilisables ou qui, en fin de vie, puissent être brûlés avec une valeur calorifique positive, de façon à pouvoir en avoir une seconde vie qui soit utile. Il y a beaucoup de choix qui peuvent être faits, du coup, juste sur cette simple distribution sur les 4 cadrans, de façon à pousser la recherche dans des directions qui contribuent. OK. Et que j'ai envie de te poser une petite question, piège. Toi qui participes à ces colloques au niveau mondial et cetera, est-ce qu'il y a une vraie quand même impulsion, une volonté de, même si on est industriel dans le secteur, de faire changer les choses, de faire évoluer dans le bon sens? Vous avez un impact évidemment positif sur le impact positif, mais est-ce que derrière il n'y a pas aussi un peu une volonté, enfin, de jouer un peu sur ce business-là en se disant: «Bon, bah, de toute façon, la pollution, elle est ce qu'elle est, entre guillemets, ça nous arrange. Vu ce que nous, on vend des solutions de dépollution, donc on a tout à gagner à que ça continue un petit peu, quoi». Tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas aussi piège que tu le penses, à moins que j'ai mal Ah, compris. bon, ça va. Parce que si tu fonctionnes sur une vision compartimentée du traitement de l'eau et que tu te dis je suis une société qui fait du traitement de l'eau de surface pour faire de l'eau potable et c'est là que je m'arrête. Effectivement, c'est pas dans mon intérêt que l'eau de surface devienne plus propre. Parce que du coup, j'ai moins de solutions à vendre. Là où ça perd son sens comme question, c'est dans le contexte de l'étendue du portefeuille de technologies et de solutions qui existent au sein de SOR et au sein de NIAS SOR Industries.
parce que du coup, l'argument de vente au sein du groupe, c'est pas juste la petite section PWNT qui fait le traitement des eaux de surface, c'est l'ensemble de la boucle de traitement et le motto, c'est hashtag Mission Water et hashtag Close the Water Loop. Et du coup, c'est vraiment sur un principe de circularité. Et si moi, je vends moins sur les eaux de surface demain, ça sera parce que quelqu'un d'autre dans le groupe a vendu plus du côté industriel pour aider à la dépollution en amont. Parce que les rivières, elles vont pas devenir propres miraculeusement, hein. Il y aura quelqu'un quelque part qui aura dû vendre une Ouais, solution de bah façon ouais. à ce Mm. que ce soit l'abattoir, que ce soit le producteur de crème de beauté, que ce soit le fabricant de pneus, qu'ils aient été obligés de traiter leurs eaux usées avant de les remettre à la rivière, du coup. Donc, non, à l'échelle globale, pour nous, ça n'a pas d'importance. Si demain, on arrive à un système où on concentre tous nos efforts sur la dépollution en amont et on peut arrêter de faire de la recherche sur le traitement des eaux de surface parce que du coup, les eaux de surface sont finalement protégées correctement, très bien. Il y a vraiment pas de problème. Super. Et du coup, sans tabou, qu'est-ce qui, tu trouves le plus difficile aujourd'hui, dans ce marché-là? Quels sont les plus gros freins, les plus gros obstacles? La partie la plus difficile dans tout ça, c'est que, la réconciliation entre les intérêts économiques et les intérêts environnementaux ou les intérêts, médicaux est pas toujours facile. Ouais. Savoir que, si le cas idéal est connu, on sait ce qu'il faudrait faire. C'est pas une surprise, il y a pas de besoin de Mmh. connaissances. Il y a certains aspects de l'eau qui ont besoin d'être recherchés et d'être mieux connus. La problématique sur les PFAS, effectivement, c'est un domaine qui n'est pas totalement contenu et compris, mais la majeure partie des challenges de l'eau aujourd'hui, les problématiques sont connues, les solutions sont connues. La gestion en amont, c'est un besoin de volonté politique, de façon à imposer les régulations qui vont bien aux pollueurs, de façon à protéger les sources. Mais c'est quelque chose qui est difficile parce que ça commence à toucher à l'aspect mondialisation et aux problématiques d'attraction des entreprises. À savoir que, en tant que nation, si tu dépends des taxes des entreprises qui vivent sur ton territoire et que tu leur rends la vie plus difficile parce que les taxes augmentent ou parce que la législation sur les rejets des eaux usées changent et deviennent plus contraignantes, au bout d'un moment, les compagnies finissent par aller là où c'est le plus facile et là où c'est le moins cher. Et du coup, ton eau finalement sera peut-être plus propre parce qu'elles seront toutes parties, mais d'un point de vue économique, ton pays souffre parce qu'elles sont Bah, toutes parties. j'aime bien ta réponse. On parle encore une fois de courage politique et d'ailleurs ça m'amène à la question, que les auditeurs commencent à bien connaître, que je pose à tous les invités. Bon alors, tu m'excuseras, je ne connais pas le président ou le premier ministre, des Pays-Bas, mais voilà, admettons tu t'adresses à Emmanuel Macron qui a un certain poids. Donc la question que je pose à tous les invités, je ne la transcrirai pas vers le premier ministre des Pays-Bas, je serais bien incapable de dire qui c'est, mais on Ils a la viennent de Emmanuel Macron ils nous viennent est de produire leurs élections et le résultat était pas brillant, mais c'est non, non, c'est non une et vue on va essayer personnelle. on va essayer d'avoir autre chose, chez nous. Mais en tout cas, voilà, on a la possibilité de s'adresser à Emmanuel Macron, en tout cas il nous écoute et de lui faire un vœu. Quel serait le vœu que tu lui ferais toi? En tant que citoyen ou en tant que professionnel, peu importe? Alors, de l'un et de l'autre, il est intervenu un peu plus tôt dans l'année sur le domaine de l'eau et ses interventions partaient dans le bon sens. Ça a aidé à augmenter un tout petit peu la visibilité sur certaines des problématiques. Maintenant, la mise en pratique des grandes discussions, des grandes théories, c'est toujours quelque chose qui demeure un problème, on dira. Il y a beaucoup de choses que la France peut faire, puisque on va se limiter à la France et à monsieur Macron, et en commençant par les bases. En France, on a quasiment 30 de perte d'eau juste sur les fuites, sur les fuites sur Exactement. les réseaux de distribution. Du coup, ça veut dire que 30 des ressources qu'on consomme pour faire du traitement de l'eau repartent et contribuent à l'irrigation de la nature. Ce qui est bien, hein, je pense que la majeure partie des plantes vertes, des sapins et des autres Oui, la éléments faune, de la la nature sont flore très est contents, hein, contente. très contents d'avoir de l'eau potable, mais ils n'en ont pas forcément besoin à ce niveau et on aurait pu faire beaucoup mieux. Et la majeure partie des pays autour de la France font mieux. Du coup, ça serait bien de rattraper le retard. Ça serait un Bah, bon début. écoute, OK et bah, Parce écoute, que on la on majeure entend partie des ça, objectifs, c'est que c'est un objectif qui soit atteignable
se concentrer sur ça avant d'attaquer les morceaux un peu plus, demandants. Ouais, écoute, on a l'impression qu'on est bon sur les constats, hein. On a un président qui est bon sur les constats et il fait souvent des discours cohérents, mais après c'est la mise en action qui manque un petit peu de traction. Écoute, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. On a déjà, un certain temps d'émission et on doit s'y tenir. On va arriver sur le petit, moment un peu plus léger de l'émission. On va être sur la fin. Donc il y a deux questions qui arrivent. Attention, jingle. J'espère que tu es préparé. Donc tu es bloqué sur une île déserte, hein, pour une durée, indéterminée et pour une raison indéterminée. Parce qu'au début, je faisais ça sous la forme du mode survie, mais les réponses étaient toujours un peu les mêmes. Donc je varie la question. Tu es bloqué sur une île déserte pour une raison, tout à fait, inconnue, et pour un objectif encore plus inconnu. Tu as le droit d'emporter 2 objets avec toi et un livre. Et qu'est-ce que tu emmènes? 2 objets avec moi et un livre. Ça peut être un livre en hollandais, hein, tu as le droit. Tu peux nous dire que tu es un fan de poésie hollandaise. Il y a aucun souci là-dessus. On te jugera pas. Alors, crédit à mes amis hollandais, pour leur niveau d'anglais. Je n'ai vraiment pas eu besoin d'apprendre, beaucoup de leur langage. Ils parlent tous tellement bien l'anglais que c'est tout à fait superflu. Du coup, je me contenterai de quelque chose de plus pratique, à savoir, un petit guide de survie sur, les constructions et l'assainissement des eaux, de façon à pouvoir me créer un petit chez moi relativement survivable. Pour ceux qui ont eu le plaisir de regarder, Into the Wild, avec, monsieur DiCaprio, c'est très facile de faire des erreurs et d'en pâtir. Heu, Mmh. du coup, suffisamment d'éducation sur, la faune, la flore et l'assainissement. D'un point de vue, livre, c'est toujours pratique. Ouais, Après d'un point de vue c'est une réponse de outil, passionné quand même, hein, c'est d'un point de vue outil, je viserais plutôt, sur, la hachette ou quelque chose de relativement tranchant mais transportable, de façon à pouvoir avoir, la capacité de construire, d'abattre du bois et de me fabriquer des outils. Je pense que c'est un bon début. Après, sans connaissance du climat, de la température et de beaucoup des autres variables, qui pourraient aider, l'ingénieur en moi à faire un choix un peu plus éduqué, le choix du deuxième outil, c'est un peu plus général, sur les cours de survie, ils considèrent généralement que le miroir, c'est une bonne option. Ah écoute, on me l'avait jamais faite celle-là et donc je prends le miroir. Bon, des réponses somme toute très techniques, mais pour un ingénieur, j'en attendais pas moins. Tu as la dernière question, tu as la possibilité de partir en déplacement professionnel, très longue durée, et avec un moyen très écologique évidemment, avec la personnalité de ton choix. Qui tu emmènes avec toi? Allez, on va essayer de faire en sorte que le voyage soit, productif et aide un tout petit peu mes compatriotes. Je pense que, emmener monsieur Macron pour un petit tour des installations de traitement de l'eau, soit, à Amsterdam, soit à Singapour, je pense que ça serait un voyage utile et Écoute, pour c'est l'aspect marrant, dépaysement, je prendrais Singapour. ça marche. Écoute, c'est très rigolo parce qu'en fait, finalement, personne n'a jamais répondu, ça et ça c'est très cohérent avec la avec la phase précédente de l'émission. Voilà, écoute, Clément, on est déjà au terme, de ce moment, chaleureux et sympathique. C'est ta minute promo. Tu peux embrasser ton chef si tu veux, mais tu peux en profiter aussi pour passer un autre message. Voilà, c'est la libre antenne. Non, je vais passer mes salutations et mes encouragements à tous nos amis insaliens. Je pense que s'il y en a d'autres, et il y en a beaucoup d'autres, au moins dans ma promo et je suis sûr dans les autres, qui nous écoutent, qu'ils fassent l'effort, de te contacter et d'élever leur voix pour être mieux entendus. Parce que je pense que on parle tous de l'ingénieur engagé et il y a beaucoup de façons de s'engager, il y a beaucoup de façons d'être, visible et de faire du bruit et d'aider la société à avancer et je pense que c'est cette émission est une bonne plateforme pour aider les gens à rendre un peu plus visibles les initiatives qu'ils ont, qui sont pas toujours, reconnues à leur juste valeur. Écoute, c'est excellent. Je te remercie beaucoup pour ça. J'espère que l'émission sera de plus en plus écoutée évidemment et je renouvelle mon invitation aux instances de l'INSA de participer, le plus possible, à la mise en avant des profils de leur école. Merci Clément, merci beaucoup à toi et je te souhaite de bonnes continuations et peut-être à bientôt pour les projets dont on a discuté, pour l'émission.
On verra ça plus tard. Merci Clément. Ça avec Bonne soirée à plaisir. toi. Merci à toi aussi. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.